Bonsoir, heureux de vous savoir nombreux à nouveau pour regarder ce magazine. Vous le savez, Face à l'actu revient sur l'analyse et les commentaires de l'actualité telle que traitée par la rédaction de STV tout au long de la semaine. Ce soir encore, nous allons nous soumettre à l'exercice, mais sous un angle bien précis. Vous le savez, au cours de la semaine, nous avons pu le voir dans des établissements scolaires de la République. Au lycée canadien de Saguenay-Liman, un élève a pris une machette pour aller braquer le bureau de l'intendant. L'objectif ici était de s'emparer de la somme d'argent qui s'y trouvait. À Kribi, c'est une vidéo, j'ai failli dire pornographique, qu'on a pu découvrir sur les réseaux sociaux. Une vidéo dans laquelle des élèves, une fois de plus, se sont laissés aller à des exercices bien légers pour un milieu scolaire. Heureusement, le corps enseignant s'est saisi de l'affaire et certains sont passés devant le conseil de discipline. Alors aujourd'hui, nous avons saisi cette actualité pour essayer de voir comment ou qui peut mieux encadrer les enfants, comment s'y prendre, peut-on s'y prendre, comment les comprendre, ce sont nos enfants. Et pour cela, un auteur, Francis Hérette, vient de commettre une œuvre, c'était en janvier dernier, du côté de Yaoundé. L'œuvre s'intitule, je vais le dire, « Prisonnier des rêves de mon père ». Il s'agit d'une histoire, j'ai failli dire épique, mais contée un peu sous fond philosophique, pour mieux imprégner les parents, mais aussi interpeller la jeunesse quant à savoir comment affronter l'environnement souvent brutal, le monde scolaire et plus tard le monde professionnel. Francis Hérette a donc choisi de nous faire découvrir, qui c'est peut-être sous fond de notes de lecture, son œuvre ce soir. C'est un auteur, vous l'avez compris, et à côté de l'actualité, on va en parler. Bonsoir Francis. Bonsoir Monsieur Dipita. Merci et heureux de vous recevoir dans le cadre de cette émission ce soir. Je suis très honoré. Avec notre réalisateur de circonstance, Adonis Yamen, certainement qu'on va découvrir quelques images de cette œuvre. Mais je voudrais d'emblée planter le décor à travers un reportage qu'on a suivi, je l'ai dit, cette semaine, à Kribi. Des élèves, des jeunes, souvent ou alors pour l'essentiel des mineurs, se sont laissés découvrir sur les réseaux sociaux dans une vidéo pornographique. Assez léger, suivez plutôt. With the rate of indecency on the rise in school milieux, the secondary education boss, Professor Nalova Lyunga, has taken stern resolutions so as to bring order in school establishments. At a traditional video conference meeting held today, March 3, 2021, the patron of this department calls on school authorities to strengthen the ban of cell phones in schools, reinforce the number of general supervisors while freeing the general supervisor from pedagogical tasks for more concentration on discipline. Authorities should as well extend the sanctions applied to the actors and image takers to the spectators as well. Schools will now amend the internal regulation and systematically include more severe sanctions against rebellious students. The awareness of such acts will continue with the introduction of school radios if necessary. For all the indecent videos of students shared on social media, these will be taken down by the Ministry of Post and Telecommunication. Still in the meeting, the minister expressed satisfaction to the disciplinary action taken by school authorities in regard to all students involved in the indecent video circulating over social media. These students have been expelled from these establishments. Voilà qui est vu. Retour sur ce plateau avec donc l'auteur Francis Hérette. Je l'ai dit, l'œuvre c'est Prisonnier des rêves de mon père. Un ouvrage d'environ 160 pages, oui, si je suis précis, oui, 10 chapitres, oui, dans un contexte camerounais, mais voire africain aussi mondial, oui, où la jeunesse scolaire doit affronter le monde du travail. Exact. Est-ce qu'on peut avoir le résumé de cet article, peut-être avant de revenir sur les motivations de cet ouvrage? D'accord. Alors, on a un jeune homme qui a été obligé de suivre des études qu'il n'avait pas choisies par son père. Et puis, en devenant analyste financier, alors qu'il rêvait de mathématiques, une erreur professionnelle l'a conduit en prison. Il y passe 2 années. Pendant les 2 années, il découvre en fait sa vraie voie. Au sorti de là, il décide de reprendre sa vie en main, d'aller à la conquête de son destin. Et c'est comme ça qu'il se paye les services d'un coach, le coach que je suis.
Et donc, je raconte une histoire vraie, de bout en bout, dans ce livre. Il s'agit effectivement de Raphaël, Raphaël. Le nom de circonstance Voilà. du principal acteur de cet ouvrage-là. Il obtient son bac C, bac Brillamment. scientifique. Brillamment. Et donc, tous ses professeurs savaient qu'il allait faire mathématiques à l'université, mais son père, qui est un directeur financier, pense au contraire que son fils devrait faire la finance. Parce qu'en finance, les salaires sont assez considérables. Et donc, il voit son fils plutôt dans le sillage de la finance. C'est ainsi qu'il va l'obliger, malgré lui, à faire des études en finance. Et donc, Raphaël avait tout pour réussir comme mathématicien dès le départ. Mais son père, qui ne l'écoutait pas et qui n'en faisait qu'à sa tête, a pensé qu'il pouvait orienter son fils, malgré les conseils des enseignants, malgré la vie même de ce dernier. Son père était tellement obstiné que Raphaël, en bon enfant, n'a pas su désobéir et a suivi les conseils de papa. Et malheureusement, lorsque vous faites un travail pour lequel vous n'avez aucune passion, ni talent, en général, vous le faites juste pour un salaire. Et donc, Raphaël se heurte à un problème. Il signe un document hautement confidentiel, il le signe sans l'avoir vraiment lu. Et peut-être compris. Voilà, et c'est de là où partent ses problèmes. Il a atterri en prison, il est écroué pour faux et usage de faux. Et donc, une fois en prison, il se rend compte que pleurer sur son sort n'allait rien changer, il doit purger sa peine, alors il décide donc de venir en aide aux autres détenus, les détenus mineurs qui présentent des examens officiels. C'est comme ça qu'il se retrouve en train de dispenser des cours de mathématiques, de sciences physiques et d'encourager tous ceux qui veulent faire des études. Et donc, il devient donc, entre guillemets, professeur pendant qu'il est derrière les barreaux. Et tellement il est passionné par son métier de professeur qu'il se rend compte qu'en fait, c'était ça, sa vraie vocation, c'était ça, sa voie. Et donc, quand il sort de prison, il décide donc, après avoir lu un magazine, il tombe sur l'annonce d'un coach de vie. Il rencontre le coach et il a un problème très simple. Il voudrait conquérir son rêve d'enfance, celui de devenir ingénieur mathématicien. C'est une fiction ou c'est une histoire réelle? C'est une histoire vraie. C'est une histoire vraie. En ma qualité de coach professionnel certifié PNL, je reçois des gens qui ont des problématiques très diverses. Et donc, ces personnes ont besoin de solutions, ont besoin d'accompagnement. Et donc, je le fais dans le cadre de mon travail. J'ai estimé au bout de 7 ans de pratique qu'il fallait rendre compte de mon activité dans notre environnement. Parce que nous avons beaucoup de coachs aujourd'hui, de solo coachs. Et donc, il était important de rendre compte de ce qu'un coach fait véritablement, de comment il accompagne ses clients, de ses méthodes de travail, également présenter des résultats. D'accord. Voilà. Alors, fort de cela, je veux dire, c'est certainement le fruit également de l'observation de la société, des problématiques qui se posent, Oui. en milieu jeune en général, scolaire en particulier, et je l'ai dit tout à l'heure, dans l'objectif pour cette jeunesse d'affronter le monde brutal de l'emploi, mais de l'adulte. Oui. Avez-vous des statistiques, des pourcentages? On a regardé le reportage tout à l'heure, cette jeunesse qui se laisse aller, je veux dire, peut-on avoir une image de l'ampleur du phénomène? Phénomène ici, sous-entendu sous l'angle que vous avez choisi, ces enfants dont la compréhension n'est pas toujours aisée, ces enfants pour lesquels les parents n'ont pas toujours l'écoute tendre, pas qu'ils sont de mauvaise foi, mais ça peut certainement être, vous allez nous le dire aussi, cette rupture de dialogue. Quelle est l'ampleur dans notre société aujourd'hui? Alors, c'est si grave qu'aujourd'hui, les écoles passent le temps à interpeller les parents. Je vais vous donner une image. Il y a 3-4 ans de cela, j'avais l'une de mes filles en primaire.
l'école convoque une réunion de parents d'élèves. La classe de ma fille devait avoir 30 élèves. Donc nous sommes supposés être 30 parents dans la salle. Mais on était à 3 parents. Oh là là. Et puis à côté, vous aviez des babysitters, des grands frères, des grandes sœurs, des chauffeurs. Vous voyez? Et donc, aujourd'hui, il y a un problème assez sérieux. C'est que les parents, ou certains parents, sont en train de démissionner. Et le malaise qu'on observe aujourd'hui n'est que la conséquence de cette démission. C'est vrai que nous connaissons beaucoup de mutations aujourd'hui. Et les enfants sont de plus en plus distraits par les activités qui n'ont rien à voir avec l'école. Mais la présence des parents est plus que jamais sollicitée. Parce que on dit en général que l'éducation d'un enfant dépend de trois éléments. Vous avez la famille représentée par le parent, vous avez l'école et vous avez l'enfant qui est l'acteur principal. Alors, il suffit que l'un de ces maillons ne fasse pas son travail pour que toute la chaîne soit rompue. Et aujourd'hui, les familles sont sous la pression des mutations sociales parce que ça va très vite. Et donc, il faut comprendre, il faut prendre le temps d'observer, d'analyser et de prendre des décisions. Mais les parents, en même temps, sont de plus en plus dispersés. Aujourd'hui, il y a 20-30 ans, de toute façon, les enfants, les parents de ma génération étaient plus des enfants où des parents travaillaient avec des emplois du temps assez fixes. Absolument. Mais aujourd'hui, nous observons non seulement qu'il y a de plus en plus de familles monoparentales, mais monoparentales avec le parent qui travaille. Et lorsque les deux parents sont ensemble, les deux parents travaillent, et parfois ils sont des emplois du temps impossibles. Et donc, il devient de plus en plus difficile pour les parents de suivre. En général, on relègue le suivi de l'enfant au répétiteur ou bien au grand frère. Et ça fait donc qu'il y a une rupture de dialogue. Cette rupture de dialogue se traduit par ce malaise. Les enfants commencent à faire leurs propres choix et en général, ces choix sont soit guidés par ce qu'ils regardent sur les réseaux sociaux, soit parce que les autres enfants qui ont plus d'influence sur eux essayent d'inculquer. Alors, une fois que la rupture est consommée et que l'éducation de l'enfant se fait par les réseaux sociaux et par les autres leaders informels de l'école, on aboutit à cette catastrophe. L'enfant s'expose à tout. L'exposer à tout. Prenons peut-être le deuxième reportage de cette émission qui revient sur notre fait d'actualité vécu cette semaine par notre rédaction. On va le suivre ensemble. De cette conférence de presse conjointe, il en ressort que les Camerounais ont fait preuve de beaucoup de résilience, mais au regard des nouveaux cas de contamination à la hausse de semaine en semaine, l'option de la sensibilisation privilégiée par le gouvernement doit être intensifiée. Dans ses propos liminaires, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, souligne. Au moment où la pandémie du Covid-19 continue de faire des ravages dans le monde, comme vous le savez, la lutte contre le Covid-19 constitue un enjeu majeur pour le gouvernement de la République. Pour René Emmanuel Sadi, la vigilance de tous et de chacun reste un impératif, voire une obligation. Aussi appelle-t-il les Camerounais à faire preuve de responsabilité en portant le masque et à respecter les autres mesures barrières. Le ministre de la Santé publique renchérit et appelle les uns et les autres à redoubler de vigilance et indique que l'option de la vaccination volontaire sera adoptée si la situation ne s'améliore pas. Le choix entre faire de la prévention en respectant les mesures barrières, en portant régulièrement notre masque pour pouvoir aplatir la courbe de l'épidémie, et le choix avec indéniablement l'entrée dans la vaccination, parce que nous devons à tout prix nous prévenir, et le président de la République a été clair, ses compatriotes doivent être sécurisés dans le cadre de cette pandémie. Donc nous nous attelons à ce que cela soit ainsi. Du moment où nous avons
la facilité COVAX qui pourrait nous fournir des vaccins. Pour sa part, le délégué général à la Sûreté nationale insiste sur la responsabilité individuelle des Camerounais à respecter les gestes barrières, car la police et la gendarmerie ne peuvent pas tout faire. Aujourd'hui, ce qu'il nous faut, c'est l'autodiscipline. Éviter au pouvoir public d'avoir recours aux mesures répressives. Prenez vos responsabilités. Que les Camerounais prennent leurs responsabilités pour s'autodiscipliner en respectant ce qui a été dicté par le gouvernement et l'Organisation mondiale de la santé. Martin Barngangele exhorte en particulier les chauffeurs de taxi à n'admettre que les passagers masqués à bord. Au niveau des aéroports, il rassure que les arrivées et les départs systématiquement filtrés afin de limiter au maximum la propagation de la pandémie. Rappelons qu'au moment où l'on craint une nouvelle vague de contamination, le Cameroun a passé le cap de 35 714 cas confirmés pour plus de 550 cas de décès. Retour à nouveau sur ce plateau. Je le rappelle, nous sommes avec Francis Eret. Il est coach, il est auteur d'un ouvrage dont la dédicace a eu lieu ici à Yaoundé, du moins au Cameroun. Mais à Yaoundé, c'était au cours du mois de janvier. Prisonnier des rêves de mon père, en résumé. L'histoire, un récit épique de la vie d'un jeune homme qui, après avoir brillamment passé ses études, affronte le monde professionnel un peu violent, se retrouve en prison et veut refaire sa vie dans un environnement, évidemment, d'adulte, qui n'est pas toujours aussi facile. Alors, qu'est-ce qui peut, je veux dire, pour revenir un peu sur les causes de ces phénomènes, cette, je veux dire, comment je vais le dire, pour dire que l'enfant est sorti des rails. Vous voyez un peu? Qu'est-ce qui peut l'expliquer véritablement dans notre environnement, dans notre société? La faute aux parents, la faute aux enfants, la faute à l'environnement. Comment résumer tout cela? Je pense que tous ces facteurs ont lourdement contribué à ce que nous vivons aujourd'hui. D'accord. La société s'est transformée à une vitesse exponentielle. C'est-à-dire que la société des années 70, 80 et la société d'aujourd'hui, il n'y a pas photo. Nous assistons à une médiatisation de tous les faits sociaux, c'est-à-dire aujourd'hui, tout a l'importance, tout va très vite, et donc l'information circule et nous n'avons plus le pouvoir de tamiser l'information qui rentre dans nos ménages. Et donc ça fait que nos enfants sont exposés à tout, même à des choses que nous ne souhaitons pas qu'ils voient ou qu'ils rencontrent. Donc l'accès facile à l'information, en général, est devenu un souci. Il y a 20 à 30 ans, l'information était filtrée. Et on ne savait pas où passait l'information. Aujourd'hui, parfois, des professeurs sont scandalisés de savoir que des enfants discutent plus des scandales qui ont eu lieu aux États-Unis, en France, que d'étudier leurs cours. Donc, cette facilité à avoir accès à l'information, les enseignants qui aujourd'hui sont malheureusement de plus en plus brimés par les parents, parce que les enseignants aujourd'hui n'ont plus l'autorité qu'ils avaient il y a de cela quelques années. Aujourd'hui, les parents vont se plaindre de ce que leur enfant a été puni, les parents vont se plaindre de ce qu'on ne devrait pas donner telle note à leur enfant. Et donc, quand vous faites savoir à l'enfant qu'il a trop de devoirs, non, qu'il a trop de droits au détriment de l'enseignant, vous êtes en train de dire à l'enfant qu'il peut ne pas respecter son enseignant. Et cela se vérifie. Des parents aujourd'hui se permettent d'arriver à l'école et de se plaindre du comportement des enseignants, parce que l'enseignant a fait juste son travail. Donc, ces valeurs qui ne sont plus respectées aboutissent à ce chaos. Des parents qui donnent de plus en plus des sommes faramineuses à leurs enfants pour aller à l'école, les enfants ont perdu
le système de valeurs. C'est-à-dire qu'un enfant, par exemple, à qui on donne une somme qui est équivalente au salaire d'un enseignant, comme argent de poche mensuel. Alors, comment voulez-vous que l'enfant continue à respecter son enseignant? Donc, il y a un problème de valeur qui aboutit malheureusement à ce chaos. Donc, pour résoudre ces problèmes, il faut aller à la base. Quelle est la valeur? Quelle est l'image aujourd'hui que l'école a? Quelle est l'image que nous, les parents, nous donnons aux enseignants de nos enfants? Si nous ne respectons pas l'enseignant de notre enfant, ce n'est pas l'enfant qui respectera. Moi, je me souviens, quand j'étais plus jeune, au lycée, mon père s'adressait à mes professeurs en disant « Monsieur ». Aujourd'hui, les parents appellent les enseignants par leur prénom, par leur nom, sans même l'habiller. Donc, ça traduit ce manque de respect. Aujourd'hui, les parents emploient des professeurs dans leur domicile comme répétiteurs. Alors, un enfant qui voit son professeur venir à la maison lui dispenser des cours de soutien, vous voyez, il se crée une familiarité entre eux. Et à un moment donné, il n'y a plus de respect et l'enfant, parfois, se croit tout permis. Et chez l'enfant, comment il le ressent? Quel est l'impact? Je veux dire, peut-être sur le plan psychologique, le plan de la compréhension, par rapport à son âge. Généralement, on est en milieu scolaire, donc généralement, c'est des jeunes mineurs. Quelle est l'appréhension? Quel est le regard que lui renvoie cet environnement-là? Bon, déjà l'environnement d'aujourd'hui fait que les rapports sociaux sont de plus en plus faussés. C'est-à-dire que les enseignants doivent se battre pour garder cette image de l'enseignant. Alors que dans les années antérieures, l'enseignant ne faisait aucun effort. Son respect était acquis. Absolument. Parce que les enfants, aujourd'hui, dans les débats, que ce soit en famille ou bien dans des cercles sociaux, on leur fait comprendre que l'argent est très important. L'argent est plus important que tout. Et donc, directement, sur leur échelle de valeur, plus vous avez de l'argent, plus ils vous respectent. Moins vous en avez, moins ils vous respectent. Or, il ne faut pas être magicien. Les enseignants sont payés très modestement. Et conséquence, l'enfant qui a dans cette échelle de valeur, il va classer son professeur quelque part au bas de l'échelle. Et donc, conséquence, ce respect-là ne va plus y être. Et donc, dans la psychologie de l'enfant, il a l'impression que son enseignant est un souffreteux. Ce n'est pas quelqu'un à qui on devrait accorder plus de respect que ça. Et pourtant, le respect qu'on accorde par exemple au prélat ne souffre de rien. Absolument. Parce qu'il y a toujours cette distance-là qui est là depuis des années, depuis des décennies. Mais les rapports sociaux aujourd'hui sont tellement faussés que les enfants parfois ont du mal à comprendre pourquoi ils devaient respecter quelqu'un qui vient juste dispenser un cours pendant 60 minutes. Est-ce que l'environnement social, je veux dire institutionnel, n'a pas prévu des moyens comme des tampons? C'est-à-dire que peut-être la loi, peut-être le suivi, l'encadrement des enfants pour amoindrir. En fait, je le demande pour savoir si ça existe, cet environnement-là, ces éléments-là ne sont pas dépassés par rapport à l'évolution sociale, par rapport aux nouvelles mentalités, à l'ouverture sur le monde, vous l'avez dit, la télévision qui est désormais ouverte, les réseaux sociaux et autres. Est-ce que déjà, je reviens sur la question, la société a prévu donc un panel, un cadre institutionnel, peut-être réglementaire, juridique, pour amoindrir ces phénomènes-là? Malheureusement, rien n'a été fait. Et on a l'impression, le sentiment qu'on a, c'est que nous sommes dépassés par les événements. Parce que si on avait prévu un cadre institutionnel, on aurait déployé des mesures assez fortes et convaincantes. Vous vous souvenez, au lycée de Dedo, ça fait quelques... On a l'impression qu'on réagit après coup. Il n'y a pas de prévention, pas d'anticipation. C'était un élève qui a poignardé son camarade.
à Yaoundé, dans un lycée, dans une banlieue de Yaoundé, c'était plutôt un élève de 4e qui a poignardé à mort son enseignant. Absolument. Au nord, maintenant, on nous parle d'un élève qui a encore poignardé son camarade. Je pense que lorsqu'il y a des textes, lorsqu'il y a un cadre réglementaire, on n'a pas besoin d'attendre le pire pour pouvoir déployer l'arsenal. D'accord. Cela dit, on va prendre cet autre stop pour à nouveau découvrir un autre reportage réalisé par notre rédaction cette semaine. General Elangwe Godwin Motoko, commonly known as General Godi, has adhered to the calls from the head of state for separatist fighters to drop their arms. Why we are really like stand here today for in front of people. Now for make a may be clear, clean and clear, for make and for no say me General Godi way I don't been a whole big general for Amber. Yes. I be don't do things them. But today I don't decide say they work or they work, it no be good. That thing could help with violence, none of the right choice for make peace for country. So Godi, in his early 30s, who was presented to the press today by the senior divisional officer for Meme Division, is said to have been in control of Kwakwa, Nake, Bule, and other neighboring villages in Kumba since the start of the Anglophone crisis. Yes. My child who has decided to hear and to follow what the father of the nation sent to him, like you know him very well. General Godi was the big general, Amba general in Kwakwa. All those things started in Kwakwa. The one commanding Kwakwa, Bole, Nake, all the roads dry down. And he has decided to follow the appeal from the head of state to surrender and to join us in the reconstruction of our beloved Meme Division. I'm his father. Are you getting me? Yeah. Okay, now can I talk to them? Yeah. While attesting that the step he took was the right one, Elangwe Godwin called on those propagating the Anglophone crisis in the diaspora to stop. There were people outside to say they think the way they do them. May they stop for people confuse we. May they not frustrate picking them. The struggle will go up our life. May they mind the way they do things them. May any man do it the things say sometimes I say he could force picking them for do some kind of thing. Army people they with we. Now one people no see why we kill ourselves. So may they take note. Now take note. Now one day for outside one be the sponsor we. Therefore since when me had even day to now for day where I dey work to now no first see one I wait to now the first give me. I never ever send me not till let's say the so account a day for day I dey suffer my own so bad I no longer fit. So if at all I feel like the bang my brothers them when I put on a heart for down. It is worth noting that General Godi is amongst the first batch of separatist fighters recruited in December 2016 and trained in Nigeria. Ok, troisième reportage, reprise plateau. Alors Francis et Red, je le rappelle, hein, on parle davantage de votre ouvrage ce soir, un ouvrage qui sensibilise les parents, interpelle leur attention pour mieux encadrer les enfants face à ce que la société leur impose comme violence dans l'environnement. Après tout, le descriptif que vous venez de nous faire, s'il y a des interpellations, s'il y a des éléments, je veux dire les parents, je l'ai évoqué tout à l'heure, ne sont pas forcément coupables. Peut-être eux-mêmes dans l'environnement sont entraînés. Ça nécessite certainement une interpellation, un canevas, un schéma, une démarche pour mieux encadrer leurs enfants. Ce serait lequel? Alors, la première chose à faire, la famille c'est le noyau social le plus important. Donc, reconstituer d'abord les familles. D'abord les familles. D'accord. Les reconstituer, les réconcilier. Parce qu'un enfant qui sort d'une famille déséquilibrée aura parfois du mal à accepter certaines valeurs, certaines notions. Et puis, nous devons remettre l'école à sa place. L'école, c'est quand même le creuset. C'est l'école qui nous a inculqué beaucoup de nos valeurs. Il n'y a pas que le travail, il n'y a pas que
la dévotion, mais vous avez aussi des valeurs sociales comme l'amitié, comme le respect, comme l'amour. C'est des choses que l'école devrait de plus en plus inculquer. Mais comme nous passons maintenant à un stade de désocialisation de l'enfant, il devient de plus en plus difficile. Il faut repartir à la base. Donner le pouvoir à l'école, donner le pouvoir à l'enseignant et encourager les familles à jouer leur rôle. Vous savez, aujourd'hui, les familles monoparentales sont en train d'exploser. Nous avons de plus en plus de familles monoparentales et où parfois les parents, je ne dis pas toutes les familles monoparentales, mais où des parents ont parfois du mal à suivre. Vous verrez parfois que c'est des familles où on est obligé de faire à l'enfant un peu trop de cadeaux pour pouvoir le calmer face à ses exigences, alors que dans une famille où les deux parents s'entendent bien, on aurait simplement pu discuter ou le ramener à l'ordre de façon classique, oui, invective. Mais quand on est obligé de négocier avec un enfant pour qu'il fasse ses devoirs, négocier avec un enfant pour qu'il prenne sa douche ou pour qu'il aille dormir, vous comprenez qu'il y a problème. Absolument. Voilà. Donc, il est important de recadrer et de donner le pouvoir à qui de droit. Dès lors, qu'est-ce qu'il faut donc mettre en œuvre? Je veux dire, dans l'échelle des responsabilités, oui. Le gouvernement, c'est certainement les ministères chargés de l'encadrement des jeunes. Mais au-delà aussi, parce qu'on ne parle pas que de l'enfant scolarisé, les parents, qu'est-ce qu'il faut mettre en œuvre dès lors? Il faut redéfinir. Okay. Redéfinir le cadre scolaire. Je prends un exemple. J'ai entendu des gens dire qu'il fallait ouvrir une enquête à la suite de l'assassinat du professeur à Yaoundé. Et je me suis demandé, mais vous ouvrez une enquête, comment et pourquoi? Il s'est posé un problème. Cet enfant qui allait jusqu'à assassiner son professeur avait déjà des antécédents. Il n'était pas à son premier, c'était pas à son premier coup. Absolument. Il avait déjà violenté ses propres camarades. Et donc, lorsqu'on constate déjà qu'il y a des dérapages, il faut frapper. Absolument. Les conseils de discipline, parfois, n'ont pas besoin qu'on ait des cas d'assassinat ou qu'on ait des cas avérés de tricherie. Déjà, une tentative de violence devrait déjà aboutir à un conseil de discipline. Donc, il faut resserrer le niveau de discipline, interpeller les enfants chaque fois qu'il le faut, ne plus laisser rien passer parfois, parce que parfois c'est en laissant des boutades passer qu'on finit par arriver, qu'on se rend compte qu'il est tard. Déjà, dans une enceinte d'une école, comment se fait-il que des enfants arrivent avec des téléphones portables? Un professeur est en train de faire son cours et des enfants sont dans le fond de la classe en train de regarder des vidéos. Comment arrive-t-il dans un établissement avec des téléphones portables? Comment est-ce qu'un enfant arrive dans une école avec une âme blanche? Comment cela se fait-il? Il faut resserrer le niveau de discipline, remettre de l'ordre et donner aux encadreurs le pouvoir qu'ils méritent. Cela dit, je le rappelle donc, nous évoquons amplement l'œuvre dont vous êtes l'auteur, Francis Héret, qui revient sur cette problématique de l'encadrement de la jeunesse. On va à nouveau prendre un reportage et puis revenir derrière. Pour le secrétaire général du RDPC, ce renouvellement des organes de base est une opération qui visera essentiellement à établir la cartographie réelle des organes fondamentaux de cette formation politique pour une mise en réseau plus contrôlée du territoire national, ce qui devrait permettre de renforcer la surveillance locale des militants et des populations. À en croire Jean Cueté, ceci c'est une étape stratégique inévitable et impérative dans le projet d'augmentation et de rétention de l'électorat du Rassemblement démocratique du peuple camerounais à la lumière des futurs
futures élections nationales. Le communiqué rendu public stipule que la validation des structures de base politique concerne la vérification du bon fonctionnement des organes de base, la création si nécessaire de nouveaux organes de base afin d'atteindre localement un niveau efficace de surveillance locale ainsi que suppression des éventuels organes de base fictifs, avec la précision qu'il ne peut y avoir de branches, de sous-sections, de sections dans des cellules. Le communiqué de Jean Kueté définit par ailleurs le cadre général des élections, le déroulement des opérations et les conditions d'éligibilité. Par ailleurs, il précise la composition des commissions qui doivent conduire le vote à la base et le calendrier des opérations qui s'étale du 13 mars au 13 avril 2021, aussi bien dans le territoire national qu'à l'étranger. Dans chaque section externe du parti, l'exécutif de section constitue un comité de validation et est responsable des opérations de validation des structures politiques basiques afin de mieux encadrer les militants et les compatriotes en tenant compte des spécificités locales. À l'intérieur comme à l'étranger, les opérations de validation des structures politiques de base doivent être menées dans un esprit de consultation et de recherche permanente pour l'intérêt supérieur du parti, instruit la hiérarchie. Les opérations de renouvellement des organes de base du RDPC concernent les bureaux, des cellules, comités de base, sous-sections et sections. Retour sur ce plateau pour évidemment poursuivre notre échange avec l'invité d'aujourd'hui. On l'a dit, hein, dans la semaine, on a pu voir vivre des événements assez douloureux dans un environnement scolaire au lycée canadien de Saguenay-Lima. Un enfant s'est finalement passé pour un braqueur et puis à Kribi. Les enfants se sont allés, ou du moins on a découvert des jeunes scolarisés sur des vidéos assez sensibles, je veux dire soumis à des scènes pornographiques. Le prétexte est donc bon pour parler de cette problématique-là dans le cadre de cette émission Face à l'actu, pour parler et interpeller davantage les différents corps sociaux, les parents, les enseignants, mais aussi les enfants, pour se ressaisir. Nous sommes donc avec l'auteur de cet ouvrage, Francis Héret, qui, comme vous le savez, par ailleurs coach sur ces questions-là. Il est là pour poursuivre cet échange. Alors, Francis, fort donc des éléments que vous nous donniez, oui. Êtes-vous optimiste? Je veux dire que si cela est mis en œuvre, le Cameroun reste quand même ouvert aussi, on l'a dit, à l'influence, parce que c'est davantage ça aussi qui est l'un des facteurs aggravants de cette situation-là. Oui. On est ouvert au tout venant, oui. Sur les réseaux sociaux, sur les chaînes de télévision. D'ailleurs, même les parents en sont des victimes. Hein. Ils sont soumis à tout cela, ce qui a un impact assez négatif sur les enfants. Oui. Êtes-vous optimiste si jamais des mesures précises, particulières, fortes, étaient prises dans le souci, évidemment, de sortir de ce cadre-là? Oui, oui. Des mesures fortes permettraient de contenir. Parce qu'aujourd'hui, que ce soit la police, la gendarmerie, tout le monde s'inquiète. Mais tant qu'il n'y a pas sur pied une synergie de force, parce qu'il est par exemple des cas d'indiscipline qui pourraient être traduits directement devant les autorités. Un enfant, par exemple, qui est surpris en train de consommer ou de vendre de la drogue en milieu scolaire, je pense que ça dépasse le cadre d'un conseil de discipline. Absolument. Il faut des mesures fortes. Donc, le déploiement de mesures fortes, j'en suis sûr, va nous permettre de maîtriser la situation, tout au moins à plus de 70%, parce qu'un enfant qui n'a plus peur de la discipline, qui n'a plus peur des sanctions, devient un danger pour lui-même. Comme on dit, la peur du gendarme, la peur du gendarme, la sagesse. Voilà, et il devient un danger pour lui-même et pour ses semblables. Vous imaginez un enseignant qui arrive dans une salle de classe et qui sait que au fond de la classe, il y a peut-être des gaillards qui ont des armes blanches. Ben, il ne sera pas libre de dispenser son cours. Ou il le dispensera de façon très timide et après on l'accusera de ne pas s'impliquer. Mais si les autorités avaient déjà pris des mesures afin de garantir la sécurité des enseignants et des autres élèves, je pense qu'il serait plus facile pour nos enfants d'aller à l'école tous les jours et de rentrer sans incident majeur. Bon, les incidents, ça peut toujours arriver. Une bagarre entre deux enfants, ça peut arriver. Mais des clans
qui se créent, des armes blanches qui circulent impunément, des stupéfiants qui circulent au vu au sud de tout le monde. Ça, c'est plus le milieu scolaire que moi j'ai connu. Voilà. Et à l'observation, avez-vous le sentiment que la société est prête à faire cette mutation-là, se ressaisir, remettre sur pied le schéma adéquat pour en sortir et qui sait peut-être retrouver les bons rails? On dit au grand mot, le grand remède. Grand remède. Il faut qu'on prenne des mesures. Le plus tôt serait le mieux. Ouais. Parce que si nous allons à cette allure-ci, il est possible que le phénomène soit encore plus récurrent et que les milieux scolaires deviennent infréquentables. C'est le danger. Est-ce qu'il ne faut pas repenser l'école? Est-ce qu'il ne faut pas repenser, au-delà de l'école, la société? Est-ce qu'il ne faut pas mieux s'adapter aux nouvelles pressions, à cet environnement qui demande beaucoup plus d'efforts et qui n'a pas forcément la récompense à la hauteur de l'effort fourni? Oui, oui. Quelle est la problématique qu'on peut... Il faudrait repenser l'école, mais n'oubliez pas que l'école, quelque part, est le reflet de la société. Certainement. L'école camerounaise est le reflet de la société camerounaise. L'école française est le reflet de la société française. Parce que nos enfants vont à l'école et vont reproduire nos comportements. C'est nos schémas de pensée que nos enfants vont reproduire à l'école. Donc, si nous ne sommes pas en phase avec la morale, avec des valeurs morales, ça va se refléter sur nos enfants. Donc, il faut repenser l'école, mais également essayer de trouver le moyen de mieux encadrer la société. Parce qu'il y a beaucoup de déviance. Absolument. Et ces déviances-là, forcément, vont s'exprimer aussi en milieu scolaire. Par exemple, on parle de pornographie. La pornographie, elle n'est pas née aujourd'hui. Mais comment se fait-il qu'elle soit aussi accessible aujourd'hui qu'hier? Les stupéfiants ne sont pas nés en 2021. Absolument. Mais comment se fait-il que l'accès soit aussi facile pour des mineurs? Ça veut dire que sur la chaîne de distribution, il y a des gens qui ont pensé qu'ils pouvaient intéresser la jeunesse. Ils ont mis sur pied des stratagèmes. On peut les contrer. On peut les contrer. Si on veut, on le fera. Et quel est le discours auquel l'enfant serait-il accessible? Quels sont les mots qu'il faut utiliser pour déjà lui parler des dangers, Oui. mais lui permettre d'en prendre conscience? Oui. Et l'aider à soit éviter pour ceux qui n'y sont pas encore, Oui. et c'est tellement plus d'efforts, en sortir ceux qui y sont déjà. Oui. Vous savez, dans ce schéma, il y a trois catégories d'élèves. D'accord. Vous avez des élèves qui viennent des familles où les parents sont assez soucieux, où les parents prennent soin d'eux, où le dialogue est établi et maintenu au jour le jour. Et vous avez une catégorie d'enfants qui viennent de familles où le dialogue n'existe plus. Donc ils ont commencé à trouver eux-mêmes leur chemin. Ils ont trouvé le moyen de pouvoir se distraire, parfois avec la consommation de ces stupéfiants-là. Et vous avez également la troisième catégorie, ce sont ces enfants qui sont à mi-chemin, qui n'ont pas encore basculé et qui sont récupérables. Donc le travail doit être fait sur ceux qui sont encore récupérables. C'est quoi? C'est un discours positif, c'est le lien entre les parents et les enfants qui doit être de plus en plus soudé. C'est l'enseignant qui doit aussi avoir le droit de donner des conseils à un enfant en dehors de son cours, parce qu'un enfant qui ne peut pas écouter un professeur en dehors de son cours, c'est qu'il y a problème. Absolument. Maintenant, une fois que la catégorie qui est récupérable peut être récupérée, vous verrez que les déviants, on aura de moins en moins, voilà, effet d'entraînement, de moins en moins de déviants. Mais tant que rien n'est fait, alors il y a la catégorie 3 qui sont les indécis, qui va continuer à basculer. Parce qu'aujourd'hui, vous avez des leaders négatifs dans ces écoles-là. C'est des enfants qui ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Et dans leur élan, ils entraînent des enfants parfois de bonnes familles, parce que ces enfants ont parfois soif de copier un exemple. Alors ce mimétisme béat-là, le parent
peut empêcher que ça ait lieu. Absolument. Voilà. Et l'enseignant dans ce cas? L'enseignant devrait déjà, on devrait déjà lui donner la place qu'il mérite. C'est lui, il est éducateur, il est formateur, il est en même temps un conseiller. Et revaloriser sa condition sociale et financière afin de lui permettre d'asseoir ce pouvoir-là, cette confiance. Vous aurez du mal à parler à un enfant qui vous dit que son argent de poche est équivalent à votre salaire. Vous avez du mal à venir à l'école sur une moto, alors que vos élèves que vous enseignez garent des voitures dans le parking de l'école. Donc, redonner la place à l'enseignant, c'est quoi? C'est revaloriser déjà son traitement salarial, social, et puis donner un peu plus de pouvoir. D'accord. Oui. Cela dit, on va prendre le dernier reportage de cette émission pour évoquer à nouveau un fait d'actualité traité par notre rédaction cette semaine et puis venez conclure cette émission. Aucun autre lieu ne pouvait aussi bien matérialiser cette opération, sinon seulement le carrefour d'Okoti. N'empêche, c'est sur le boulevard Amadou Ahidjo, notamment au lieu dit Douche, que le maire de la ville de Douala a choisi d'entamer leur sensibilisation pour la campagne intitulée « Restituer les trottoirs aux piétons ». Comme son nom l'indique, l'opération lancée il y a quelques jours par Roger Mbassadine vise la libération des trottoirs afin de permettre aux piétons de déambuler tranquillement. La campagne fait partie de notre vision d'embellissement de la ville, notre vision qui vise à donner à chaque citoyen de Douala le sentiment ou la fierté d'être dans une ville belle, une ville accueillante, une ville où on peut marcher aussi et flâner devant les vitrines des magasins. Là aujourd'hui nous sommes arrivés au point où on ne peut même plus flâner devant les vitrines, tellement les trottoirs sont occupés. Donc, il s'agit de restituer les trottoirs piétons. Ça veut dire pas de commerce, zéro parking, pas de véhicules qui garent sur le trottoir. Le trottoir exclusivement réservé aux piétons. La descente sur le terrain de ce mercredi s'est faite avec une équipe chargée notamment d'identifier non seulement ces commerçants installés sur les trottoirs tout au long de la Douche, mais aussi de prendre connaissance de ce qu'ils proposent à la vente pour mieux les recaser ailleurs. Car l'autre phase de cette opération, c'est bien l'accompagnement des commerçants. Sinon, les chances qu'ils se réinstallent sur les mêmes trottoirs une fois les autorités parties sont grandes. Il s'agit effectivement d'une campagne de sensibilisation qui a été mise sur place par le maire de la ville. C'est de quoi il faut désormais restituer le trottoir aux piétons. C'est pourquoi nous sommes là. Nous sommes là avec une équipe des enquêteurs. Je fais partie de ceux-là qui enregistrent ces occupants de trottoirs pour pouvoir avoir désormais des espaces appropriés pour eux pour pouvoir exercer dans leurs activités. Si le maire de la ville de Douala souhaite que les commerçants interpellés jouent le jeu, il faut dire que ces derniers sont partagés sur le bien fondé de cette opération. Franchement, je ne peux pas dire c'est mauvais ou c'est pas mauvais. Mais c'est juste qu'il est en train de faire son travail. Oui, il a une hiérarchie. C'est bien beau. Mais franchement, c'est juste une doléance pour nous les bas peuples que nous demandons aussi. Oui, nous nous disons aussi d'aller vers cette hiérarchie-là et plaider pour nous, le bas peuple-là. C'est ici là que nous trouvons notre pain quotidien, nuit et jour. On ne refuse pas de dégager les trottoirs ou les choses. On ne l'occupe pas parce que nous voulons, non. On peut nous classer et envoyer des agents peut-être encaisser. Je ne sais pas, problème de ticket ou quoi que ce soit, mais nous classer et mettre une barrière de telle sorte que nous ne puissions pas traverser la route. Pour des résultats plus parlants, le maire de la ville a choisi de se concentrer dans un premier temps sur un petit nombre d'axes. Retour sur ce plateau avec Red Francis pour évidemment achever notre échange de ce dimanche dans le cadre de cette autre édition de Face à l'actu pour davantage sensibiliser les jeunes et interpeller les parents dans notre environnement. Francis, s'il y a un ou deux mots, s'il y a deux ou trois phrases qu'on peut retenir de tout l'échange qu'on vient d'avoir, évidemment dans l'intérêt de la jeunesse, pour préserver l'école
et sensibiliser les parents, ce seraient lesquels? Oui. Alors, je demande aux parents de s'impliquer davantage dans l'éducation de leurs enfants. Donner de l'argent à un enfant ne peut pas remplacer le rôle du parent. C'est vrai, les parents ont besoin de chercher de l'argent, ils travaillent à longueur de journée, parfois pendant les week-ends, mais c'est également le fait de ne pas être à la maison, cette absence-là, qui fait que ces enfants veulent compenser et se jettent sur les réseaux sociaux, où ils vont apprendre beaucoup de choses négatives. Et puis, à l'école, je demande à ceux qui ont cette tâche-là d'encadrer les enfants, de veiller au côté moral, de veiller à l'équilibre psychologique en jouant le rôle d'encadreur. Parce qu'on a le rôle d'encadreur et le rôle d'enseignant. Au-delà de l'enseignement qu'on dispense, on peut aussi jouer le rôle d'encadreur. Parce que souvent, et malheureusement, certains professeurs ont contribué à dégrader les valeurs morales des enfants. D'accord. Et je veux dire, le pouvoir décisionnaire, lui, que peut-on attendre de ce côté? Qui s'implique davantage, qui mette sur pied une batterie de mesures assez dissuasives, qui ferait que dans quelques mois, même l'élève le plus téméraire aura du mal, par exemple, à lever les yeux ou bien ne serait-ce qu'à gifler son camarade. D'accord. Je voudrais, avant de terminer cette émission, prendre quand même cette citation de la préfacière pour dire en 2 mots à quoi ressemble votre ouvrage. J'avoue avoir lu une multitude de créations littéraires, mais peu ont captivé mon attention comme l'a fait Prisonnier des rêves de mon père, de Francis Hérette. C'est dire combien l'ouvrage, on peut le prendre d'un trait, parce qu'il est interpellatif, parce qu'il parle des jeunes, parce qu'il est émotionnel, parce qu'il est sensible. C'est ça. Et certainement qu'il devrait contribuer à un meilleur encadrement des jeunes. Je rappelle que la professeure, c'est bien Jeannette Hérette-Bessem, qui évidemment a posé son commentaire sur cet ouvrage, ou dans cet ouvrage. Je voudrais vous remercier, Francis, de vous être arrêté ce dimanche ici. C'est moi qui vous remercie, M. Dipita. Pour davantage sensibiliser nos téléspectateurs, je l'ai dit, sur un sujet assez important. Bon dimanche à vous, bonne semaine. Merci. Prisonnier des rêves de mon père, j'espère que vous en êtes sorti. Je n'en ai jamais été un. J'ai eu la chance d'avoir un père qui était plutôt un coach. D'accord. Qui m'a encouragé, ainsi que mon frère et mes sœurs, à rêver grand et à choisir ce qu'on voulait faire en fonction de nos talents, de notre voix intérieure. Et ça a marché pour moi, ça a marché pour mon frère, pour mes sœurs. Et dans le livre, justement, je parle des catalyseurs de rêve et des briseurs de rêve. Parce que les parents, en général, appartiennent soit à l'une catégorie, soit à l'autre. Soit on est briseur de rêve, c'est-à-dire qu'on impose à son enfant ce qu'il devrait devenir. Soit on est catalyseur, c'est-à-dire qu'on écoute l'enfant, on l'accompagne, on l'aide à développer les compétences dont il a besoin pour pouvoir... Y a-t-il un âge précis, c'est vrai, on en a terminé, mais y a-t-il un âge précis pour lequel le parent commence peut-être à, j'ai failli dire céder, mais à laisser l'enfant prendre sa voix? À partir de l'adolescence. D'accord. À partir de l'adolescence, parce que l'enfant déjà à 12, 13 ans commence à se projeter un peu plus régulièrement. Parce que lorsqu'il atteint déjà la classe de terminale, première terminale, il est trop tard. Ça, c'est sûr. Il est trop tard, donc il est important de commencer dès l'adolescence. Et c'est pourquoi il est recommandé aux parents de se procurer le livre et d'offrir un exemplaire à leurs enfants, afin qu'après qu'ils aient des discussions, qu'ils aient des débats qui permettent aux parents de découvrir le potentiel de l'enfant. Je voudrais rappeler que vous êtes par ailleurs auteur de Journal d'un coach d'entreprise. Oui. Un autre ouvrage qui évoque des questions, des problématiques en entreprise. En entreprise, bien sûr. Et je voudrais vous remercier évidemment de cette dédicace assez jolie. Moi qui vous remercie. Que vous avez adressée à mon endroit. Et pour lequel évidemment je ne partagerai pas forcément la confiance avec les téléspectateurs.
Merci infiniment à vous. Vous pouvez trouver cet ouvrage au Cameroun, dans des librairies. Dans les bonnes librairies locales, en France, en Belgique, en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Togo. Face à l'actu ce dimanche, on en est à la fin, prisonnier des rêves de mon père. J'espère que beaucoup de jeunes qui y sont trouveront la voie, peut-être, qui sait, pour s'en sortir. Bonsoir, bon dimanche et surtout bon début de semaine.